Bienvenue à tous dans ce magazine. Madame, monsieur, bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. L'Institut national de sécurité sociale a connu sa première grande réforme depuis 1961, l'âge de sa création. On ne parle plus de l'INSS, on parle désormais de la Caisse nationale de sécurité sociale avec un nouveau régime général de sécurité sociale, évidemment, qui connaît avec toutes les modalités comprises dans ce régime. Nous allons parler de cette grande réforme. Était-elle opportune aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle apporte à la population congolaise? On parle des nouveaux termes tels que la télédéclaration. De quoi s'agit-il exactement? Nous en parlerons dans cette émission avec M. Alfred Issaki, qui est sous-directeur des études et organisations DEO, qui est un département de la Caisse nationale de sécurité sociale. M. Issaki, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, madame. Merci, Monsieur Issaki. Nous allons revenir à vous tout à l'heure. Je ne serai pas seule sur ce plateau. Cette émission sera co-présentée par Fifi Loukoussa, présentatrice et journaliste de B1. Fifi, bonjour, bonsoir. Bonjour Nzob, bonsoir comme vous le dites aussi, et bonjour Monsieur le directeur, bonjour messieurs, mesdames téléspectateurs. Alors, Monsieur Issaki, nous sommes à vous. Nous démarrons donc cette émission. Ça va faire à peu près une année que l'on parle de ce régime général de sécurité sociale. Un an après, quel est le bilan? Merci pour la question. D'abord, c'est dommage, Madame le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui aurait voulu faire ce bilan avec vous, parce que c'est elle qui a initié en interne cette réforme depuis 2009. Malheureusement, elle est empêchée. Elle et le directeur général adjoint, qui est retenu dans d'autres questions d'État, dans l'intérêt de la Caisse. Et ils ont désigné notre modeste personne, parce que nous assurons pour leur compte le monitoring de la réforme sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, et nous leur rendons compte régulièrement de l'évolution. En termes de bilan, elle est mieux placée, mais je vous dirais d'emblée que tout marche très bien. Et tout marche très bien parce que vous savez, la nouvelle loi fixant les règles relatives au régime général, la loi 16009 du 15 juillet 2016, a apporté beaucoup à la population. C'est une loi qui a vocation à réduire, à concourir à la réduction de la pauvreté en République démocratique du Congo. Parce que non seulement elle améliore la qualité en termes de paiement des prestations de pension, mais elle apporte un plus avec sa nouvelle branche, la branche des prestations aux familles, qui couvre les allocations familiales, les indemnités journalières de maternité, les allocations prénatales et les allocations de maternité. Ensuite, des risques professionnels qui, comme par le passé, a aussi connu une grande évolution avec les prestations en nature qui ont connu un accroissement. Alors, vous dites que depuis que cette nouvelle loi existe, le bilan est positif. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement, notamment en ce qui concerne les allocations familiales? En ce qui concerne les allocations familiales, nous sommes déjà là, vous nous retrouvez en plein paiement du second trimestre qui a déjà démarré sur l'ensemble du territoire national. Et vous savez, les allocations familiales, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça se fait sous le coup de la dématérialisation de notre système de gestion. Par la dématérialisation, il faut entendre l'informatisation de l'ensemble de la gestion et du processus métier. Aujourd'hui, pour payer les pensionnés, pour payer les allocations familiales, ce n'est plus le papier que nous utilisons, tout se fait dans un système, avec les ordinateurs. C'est une très très grande innovation. Et là, Madame le directeur général a saisi au bon la recommandation du président de la République sur la dématérialisation, donc l'informatisation des régies financières et des autres services publics de l'État.
la Caisse est fière de dire qu'elle est aujourd'hui une référence par rapport au discours du président de la République qui a été relayé par le Premier ministre. Parce que la Caisse est en pleine dématérialisation. Monsieur le directeur, vous avez parlé de paiement des prestations. Je voudrais savoir, ce paiement se fait sur base de quel taux? Les employeurs payent plutôt ces cotisations en dollars, en monnaie étrangère, mais nous savons tous aussi que le paiement s'est fait en monnaie locale, qui est le franc congolais. Il y a un sérieux problème en ce qui concerne le taux officiel et le taux que nous pouvons dire informel de la rue. Le taux officiel à 290, alors que le taux qui est informel est aujourd'hui à 1680. À quel taux la CNS paye-t-elle ses allocations? La Caisse nationale de sécurité sociale paye ses allocations en francs congolais. Et vous savez, madame, quand bien même un employeur peut cotiser en dollars, nous faisons l'équivalence en francs congolais au jour du paiement. Parce que la monnaie qui compte chez nous, c'est le franc congolais. Peu importe que vous ayez payé en dollars, en euros, nous les prenons en équivalence. Les écritures comptables chez nous, c'est en francs congolais, madame. Et ça, c'est très, très important. Et vous savez, les allocations familiales, parce que je vous ai dit, en termes de réduction de la pauvreté, aujourd'hui, la décision, la gratuité de l'enseignement est d'un impact important. Parce que les allocations familiales ont vocation à pousser les parents à amener les enfants à l'école. Voilà dans quelle situation nous sommes, une situation très heureuse. Le chef de l'État vient de conforter la vision de la Caisse, vient de conforter la situation des allocations familiales parce que les élèves de l'école primaire, du moins des institutions publiques, ne payent plus le Minerval. Mais voilà, ils ont chacun 8100 francs pour ceux qui relèvent du régime général de sécurité sociale. Ils ont 8100 francs par mois. Nous payons par trimestre. Quand vous multipliez par 3, vous voyez ce que ça représente par exemple pour chaque enfant. Est-ce que ce montant-là, Madame Fifi va peut-être revenir, est-ce que le montant tel qu'il a été choisi, il faut parler de 8100 francs congolais, ce qui représente à peu près 5 dollars américains, est-ce que ce n'est pas un montant dérisoire, connaissant la situation précaire dans laquelle se trouve la population congolaise aujourd'hui? Qu'est-ce que ça représente 5 dollars américains pour, on va dire, le panier de la ménagère, par exemple? C'est une très bonne question, madame. La Caisse, par son directeur général, a le souci d'améliorer. Mais ce n'est pas elle, et moins encore le gouvernement de la République démocratique du Congo qui a fixé ce montant. La Caisse a sollicité l'expertise de l'Organisation internationale du travail qui est venue faire ici chez nous une étude actuarielle. C'est sur base d'une étude actuarielle de l'Organisation internationale du travail que le BIT, l'OIT a fixé ce montant de 8100. Donc, Madame le directeur général, dans le souci d'améliorer davantage les prestations, a fait accepter une recommandation, avait fait plutôt une recommandation à l'Organisation internationale du travail pour que l'année prochaine, nous puissions faire encore une autre étude actuarielle pour voir les indicateurs techniques et macroéconomiques, si cela nous permettra d'améliorer. Mais ce n'est pas venu de la Caisse. Même les taux de cotisation de 18% aujourd'hui n'est pas l'œuvre, n'est pas l'apanage de la directrice générale de la Caisse. Non, non. C'est venu d'une étude actuarielle de l'Organisation internationale du travail. C'est pour crédibiliser ces paramètres que le directeur général avait sollicité et obtenu du gouvernement que ces études actuarielles se fassent par une institution très respectée, dont les résultats ne seront pas contestés, et elle a été entendue par le gouvernement. Voilà comment l'Organisation internationale du travail a amené chez nous 4 de ses experts en études actuarielles pour déterminer ce montant. Monsieur le directeur, mais qui sont assujettis à ces cotisations? Tout ce qui relève du Code du travail. Si vous êtes dans une entreprise, dans une société, vous êtes assujetti
au régime général. Il y a eu des améliorations avec la nouvelle loi parce que rentrent maintenant dans les régimes tous les mandataires publics. Que ce soit une société d'économie mixte, les établissements publics, les entreprises du portefeuille de l'État, tous ces mandataires aujourd'hui sont assujettis au régime général de sécurité sociale. Il n'y a pas que eux. Le personnel local œuvrant dans les ambassades, dans les organisations internationales sont aussi aujourd'hui assujettis. Nous avons aussi les associés actifs. Ce sont ces personnes que vous voyez de temps en temps, même dans des magasins, ces étrangers qui ont choisi la République comme leur deuxième patrie, qui sont là à côté des caissiers, qui sont dans certains services et qui n'étaient pas pris en compte dans la loi qui a été abrogée du 29 juin 1961. Aujourd'hui, ils rentrent dans les régimes. Il y a encore plus que ça lorsque nous vous disons que le souci du directeur général et qui a été accepté par le président de la République qui est maintenant sénateur à l'époque, c'était d'impliquer plus, d'amener beaucoup plus de citoyens à la caisse pour concourir à la réduction de la pauvreté. Nous avons les assurés volontaires, donc ceux qui œuvrent dans l'informel, qui ne rentrent pas dans le système classique d'organisation d'entreprise, qui ne sont pas dans le secteur formel. Aujourd'hui, ils peuvent venir au régime. Je cite les avocats, tous ceux qui les forgeront, les maraîchers, ceux qui ont des revenus, parce que le système est contributif. Là, il faut qu'on soit clair, le système est contributif. En fonction de vos revenus, vous pouvez venir à la caisse pour solliciter votre adhésion. Voilà. Alors, Monsieur Issaki, vous avez parlé des allocations familiales tout à l'heure. Vous avez même dit que vous avez entamé le paiement du premier trimestre. Nous allons y revenir. Mais ce que je voulais savoir, c'est que combien de fois payez-vous ces allocations durant une année? 4 fois, parce que nous payons par trimestre. 4 fois. Et là, vous avez parlé du paiement du premier trimestre. Nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Vous nous parlez du deuxième trimestre. Que doit-on comprendre? Pourquoi ce retard entre le paiement du premier et du deuxième trimestre? Le retard est justifié par 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est les données. Avant de lancer le premier paiement qui devait avoir lieu au mois d'avril, mais qu'on a payé au mois de mai, entre janvier et février, Madame le directeur général avait lancé plusieurs communiqués par voie de presse et dans les entreprises pour que les employeurs puissent transmettre à la caisse toutes les données nécessaires moyennant à annexer au formulaire F6 que chaque travailleur devait remplir et joindre à ce formulaire les pièces requises. Quelles sont les pièces requises? Conformément à l'article 53 de la loi 16009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale, ce sont les pièces scolaires des enfants ou alors les certificats de vie pour les enfants qui ne sont pas à l'école, les certificats médicaux pour les enfants infirmes qui ne savent pas aller à l'école pour des raisons d'handicap physique. Ces pièces doivent être jointes au formulaire. En sus de ces pièces, il y a les actes de naissance, parce que l'article 50 de la loi est clair là-dessus. Les enfants à charge le sont conformément au code de la famille. Mais les employeurs ont renvoyé les pièces et les formulaires dûment remplis en retard. Ça, c'est la première raison. Lorsque vous avez plus de 200 000 enfants enregistrés, mais il n'y a que 62 000 qui remplissent les conditions d'éligibilité, c'est-à-dire ils ont annexé les pièces, il fallait lever des options. Il fallait mûrir les décisions. C'est ce qui s'est passé au premier trimestre. C'est ce qui s'est passé au premier trimestre. Vous avez payé donc 62 000 sur 200 et quelques mille. Non, nous avons payé 200 193 parce que Madame le directeur général avait levé l'option dans le souci d'un bon partenariat avec les partenaires sociaux qui sont les organisations professionnelles des employeurs et les organisations professionnelles des travailleurs, donc les syndicats. À travers de la 35e session, elle s'était engagée à un bon partenariat parce que c'est ensemble avec eux que nous avons tous évolué pour accepter le taux de 18% nous sommes passés de 8,5 à 18%, c'est énorme.
Et Madame Aga Abdi, je souhaite avoir un bon partenariat, améliorer la qualité du partenariat. Voilà pourquoi elle avait levé l'option de dire, le temps que vous allez compléter les dossiers de vos travailleurs, nous payons. Donc elle a payé 200 193 enfants au premier trimestre. Au second trimestre, le même problème continue à se poser. Et là, nous voulons donner une précision de taille. Ce n'est pas la caisse, et moins encore Madame le directeur général, qui a demandé aux travailleurs d'aller chercher d'autres actes de naissance dans les juridictions compétentes, dans l'administration du territoire, dans l'entendement du directeur général. Chaque employeur est présumé avoir un casier administratif de son personnel, parce que ses enfants bénéficient des soins de santé dans des centres hospitaliers conventionnés. Donc, ces enfants bénéficiaient déjà des allocations familiales payées par les employeurs. Donc, nous n'avons pas la responsabilité d'avoir demandé un renouvellement des pièces. Non. Il aurait suffi que l'employeur ouvre le casier administratif de son personnel et amener à la caisse des photocopies conformes aux originaux que eux détiennent. Ça, c'est très important. Les pièces à renouveler, c'est les pièces scolaires. Cette nouvelle année scolaire est différente de l'ancienne parce qu'il y a des enfants qui ont quitté l'école, il y a des enfants qui rentrent, là, il faut amener de nouvelles pièces. Et Madame le directeur général nous a chargé par rapport aux pièces scolaires, aux pièces à joindre au formulaire F6, qu'au troisième paiement, il y aura un contrôle rigoureux. Elle a toléré pour le premier trimestre, le deuxième trimestre, au nom du bon partenariat, mais la loi sera appliquée dans toute sa rigueur à partir du troisième trimestre. Alors, monsieur Essaki, je vous coupe tout de suite. Je suis Madame Zob. J'ai mes enfants. J'ai introduit, ou l'entreprise dans laquelle je travaille introduit des documents. Vous dites que vous travaillez sur un fichier qui vous permet de reconnaître que X ou Y personne a déposé des documents conformes pour recevoir ou pour avoir droit à ces allocations familiales. Au premier trimestre, mon nom ne figure pas parmi les personnes qui devraient jouir ou bénéficier de ces allocations familiales. Qu'est-ce qui m'arrive au deuxième trimestre? Parce que si je pose cette question, c'est parce que nous avons eu écho des difficultés que vous rencontrez justement par rapport au paiement de ces allocations familiales. Est-ce que si mon nom a été omis au premier trimestre, serais-je éligible pour le second et pour le reste? D'abord, madame, pour le premier trimestre, il y a eu 3 paiements. Le paiement régulier, c'est-à-dire par rapport au vu des pièces, et les retardataires, les employeurs qui ont complété les dossiers des travailleurs ou qui ont fait suivre d'autres formulaires F6, ont vu des états complémentaires leur parvenir, où on a payé des listings complémentaires, voulais-je dire, où ce personnel-là a été payé. Mais qu'à cela ne tienne, au second trimestre, pour les employeurs dont les travailleurs n'ont pas été payés au premier trimestre, au second trimestre, il y a le rattrapage. Ils sont payés et le premier trimestre et le second trimestre. Je peux vous donner un cas, le cas de la société, excusez, je ne fais pas la publicité des sociétés ici, Bandro Bukavu, qui est une grande société, n'a pas été payé au premier trimestre parce que leur correspondance a été réceptionnée le 14 mai 2019 à la caisse à Bukavu. Pendant ce temps, le système informatique avait déjà pris en charge ceux qui avaient déposé avant eux. Ils viennent d'être payés, ils ont récupéré leur chèque, ils sont payés et le premier et le second trimestre. Donc de ce côté-là, il ne faut pas se faire des soucis parce que la prescription court toute une année. C'est après une année pleine que vous perdez le droit de ces arriérés-là. Encore qu'il faut que vous en soyez responsable. Si c'est la caisse, la faute incombe à la caisse, vous serez payé à tout moment. Monsieur le directeur, Madame Zom venait de le dire, nous sommes presque à la fin de l'année. Vous êtes en train de payer le deuxième trimestre des prestations.
Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à cette allure 2020, il y aurait des arriérés et c'est même pas évident que les paiements de 2020 interviendront au moment opportun? Madame, vous savez, je vous ai dit qu'il y a deux paramètres qui ont joué. Le premier paramètre, c'est la qualité des données que les employeurs nous ont envoyées. Deuxième élément, c'est l'informatisation, madame. Nous sommes en train d'implémenter cette grande réforme informatique avec la dématérialisation de notre système d'information. Je vous ai dit, nous sommes dans un processus papier zéro. Nous sommes dans un processus papier zéro. Madame le directeur général a lancé une grande formation du personnel. Nous tous qui vous parlons aujourd'hui, nous savons manipuler les ordinateurs parce qu'il y a eu une première vague de 1000 à 1500 travailleurs de la Caisse formés par l'Institut national de préparation professionnelle pour répondre aux impératifs de la dématérialisation. Nous étions en train, au même moment que nous préparions le deuxième trimestre, nous étions en train de connecter, la Caisse est en train de connecter l'ensemble de nos bureaux, de nos centres de gestion de la République au système informatique. Si je vous amène au bureau du directeur technique de la SNCS, vous allez voir à l'instant, il est en train de valider tous les lots qui viennent par ordinateur. Ce n'est plus des papiers. C'est une grande innovation. Et là, je vous ai dit au départ que pour nous, lorsque le président de la République a parlé de l'informatisation des services publics de l'État, j'ai dit nous sommes l'institution pionnière. Parce que sans fausse modestie, le directeur général a placé la barre très haut. Aujourd'hui, nous n'avons pas une institution qui peut dire qu'elle a fait comme la SNCS aujourd'hui. Nous sommes très très avancés. Faire connecter autant de centres de gestion que nous avons dans un serveur à Kinshasa et voir tout ce qui se passe minute par minute, ça il faut se dire bravo à la Caisse. Et c'est ça la télédéclaration? La télédéclaration rentre dans ce processus-là et ça c'est aussi important. Les employeurs aujourd'hui ne déclarent plus venir prendre un papier et remplir les formulaires. Non, à partir de votre bureau, vous pouvez rentrer dans la plateforme de la Caisse en cliquant, en faisant le www.censes.cd. Vous avez notre plateforme. Vous cliquez là où il y a la télédéclaration, vous faites votre déclaration. Et pour prétendre aux allocations familiales, c'est encore un autre problème. Il faut, dans cette télédéclaration, vous remplissez la feuille de paye. Parce que ce qui compte pour nous quand vous faites des cotisations, c'est la feuille de paye. Il y a un modèle type de feuille de paye à remplir qui apporte beaucoup d'innovation pour nous permettre de payer les allocations familiales. Je prends un cas, le nombre de jours prestés par le travailleur. Il ne suffit pas d'annexer les pièces, mais il faut que le travailleur dont les enfants vont bénéficier des allocations familiales ait presté 15 jours au moins le mois. Alors, c'est dans cette télédéclaration qu'il y a une rubrique, ou c'est dans cette télédéclaration qu'on trouve une rubrique reprenant cet élément-là. Si vous ne remplissez pas, vous ne faites pas la télédéclaration, vous excluez vos travailleurs du bénéfice des allocations familiales en faveur des enfants. Quand bien même vous avez déposé les pièces à la Caisse, nous avons besoin de cette télédéclaration chaque mois au moment de payer les cotisations sociales. C'est là un élément très, très important. On peut donc comprendre qu'avec cette innovation de l'informatique au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, les prestations des assujettis seront payées à temps. Donc, il n'y aura plus de raison de retard de paiement ou quoi? Déjà au manuel, nous étions très avancés. La SNCS paye par les prestations sociales, les pensions à terme échu, automatiquement. Au moment où je vous parle, on lance déjà le troisième trimestre, mais c'est dans le système, dans la plateforme informatisée aujourd'hui, comme l'a souhaité le président de la République, nous sommes déjà là-dedans. Aucun bureau, aucun centre de gestion ne va vous dire aujourd'hui que non, nous faisons des échanges papier. Tout se fait à la machine. Au moment où nous vous parlons, la direction technique est en train de valider. Avant que je ne vienne ici, un centre vient d'envoyer 500 dossiers à valider, mais sur informatique. Ça veut dire quoi? L'employeur gagne en termes de coûts lorsque vous faites la télédéclaration.
Nous aussi, en termes de charges administratives, la paperasse, là, les charges diminuent. Et de trois, la transparence. Parce que ce qui compte pour nous aujourd'hui ici à la Caisse, c'est la transparence. Au premier trimestre, Madame le directeur général était claire, dit je mets un paquet de 10 milliards de francs congolais pour payer le premier trimestre. Mais faute de consommateurs, on a payé 200 193 enfants. Si vous voyez la différence, c'est moins. Le paiement, c'est autour de 49 à 50% de 10 milliards. Et l'argent décaissé, le reste est retourné au trésor de la Caisse? Oui, mais là, c'est une question très très importante, Madame la journaliste, parce que lorsqu'on a lancé le paiement du premier trimestre, il fallait, dans les 8 jours, que les employeurs puissent payer tous les travailleurs de leurs entreprises et nous retourner les relevés et les listings dûment acquittés. Nous lançons un appel au nom de Madame le directeur général pour que les employeurs qui n'ont pas encore retourné ces listings du premier paiement puissent le faire pour nous permettre d'évaluer le paiement. Lorsqu'ils nous retournent ça, ils font un rapport, ils nous signalent le nombre de travailleurs payés. Ceux qui n'ont pas été payés, il faut motiver pourquoi ces travailleurs-là n'ont pas été payés. Notre souci aussi, c'est de dire il y a des travailleurs qui, par le passé, ne déclaraient pas le nombre exact de leurs travailleurs. Mais avec ce qui complique ces employeurs, c'est le fait qu'ils ne savent pas aujourd'hui venir déclarer à la Caisse de peur de nous présenter un nombre excédentaire, trop élevé de travailleurs qui n'ont pas déclaré avant les allocations familiales. Nous leur demandons de venir à la Caisse, d'aller dans les centres de gestion de leurs juridictions respectives, échanger avec les responsables de ces centres de gestion pour trouver des voies de sortie. Le souci majeur du directeur général, c'est de respecter la loi, c'est de faire bénéficier à tous les travailleurs les droits qui sont les leurs. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus seulement des pensionnés, mais on parle aussi des travailleurs, les actifs, dont les enfants, aujourd'hui, non seulement ils bénéficient de la gratuité de l'enseignement, mais ils bénéficient des allocations familiales pour les mêmes raisons d'études. Alors, M. Essaki, Mme Fifi va peut-être revenir encore. Vous avez parlé tout à l'heure de l'informatisation qui devient plus qu'importante pour la Caisse nationale de sécurité sociale. Est-ce que vous travaillez en réseau? Lorsque je parle de réseautage, ce n'est pas simplement la direction générale ou les différentes directions qui s'éparpillent dans la ville de Kinshasa. Est-ce que vous travaillez en réseautage avec les autres directions qui sont dans les provinces? Quels sont les échos que vous recevez par rapport à l'informatisation, par exemple? Est-ce que vous ne pensez pas qu'à la fin, on risque de se retrouver devant un problème si jamais vous n'aviez pas, par exemple, un serveur capable d'enregistrer toutes les données que vous recevez sur toute l'étendue du territoire national? Madame, je vous dirais, sourire aux lèvres, que je ne crois pas qu'en République démocratique du Congo, il y a une institution, une entreprise qui a un serveur ayant les capacités du serveur que nous avons ici à la direction générale, qui prend les données de tous les centres de gestion de la République démocratique du Congo. Effectivement, nous sommes en réseau. Je vous informe que lorsque vous serez en échange avec Madame le directeur général qui fera, elle, vraiment le bilan, moi je ne fais pas vraiment le bilan ici, c'est elle qui est habilitée à faire ce bilan. Lorsque vous serez avec elle, elle sera en mesure de vous démontrer. À 15h30, elle vous dira, sur l'ensemble du pays, on a payé autant. Sur l'ensemble du pays, aujourd'hui, on a enregistré autant de nouveaux pensionnés. Sur l'ensemble du pays, aujourd'hui, nous avons enregistré autant de décès, autant de déclarations. Parce que tout se fait au niveau de son bureau. Elle n'a plus besoin de papier, elle n'a plus besoin d'avoir beaucoup de signataires sur sa table. Elle ouvre son ordinateur, elle a la situation de toute la République. La dernière direction à être connectée le week-end dernier, c'est Mbandaka. Pour vous dire que nous sommes complets. Et le système, c'est quoi? Elle travaille avec toutes les directions provinciales. Chaque direction provinciale est interconnectée avec les bureaux et les antennes de sa province. Il remonte les données
vers la direction technique en ce qui concerne les processus métiers, donc les paiements des prestations, les affiliations. Et Madame le directeur général, enfin, capte toutes ces informations. Elle est à mesure, même à partir de chez elle, à la maison, de lire, de voir un peu, dire, je veux savoir ce qui se passe en Mbandaka maintenant. Elle clique, elle ouvre son ordinateur, elle voit Mbandaka en train d'affilier, Mbandaka en train de payer, Mbandaka en train d'assainir le fichier. Elle voit tout ce qui se fait. C'est ça, c'est ce que le chef de l'État a demandé. La dématérialisation, l'informatisation des régies, des services et des autres services publics de l'État. S'il y a un appel à faire, nous dirons tout simplement aux autres services publics de venir nous voir. La DGI est passée une fois ici, visiter le processus, voir comment nous nous sommes organisés pour atteindre le niveau que nous avons aujourd'hui, qui est inégalable. Je voudrais quand même savoir, nous aurions appris qu'il y a des entreprises où les employeurs, les chefs, les patrons retirent ces cotisations des salaires des employés, mais ces cotisations n'arrivent pas au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais comment la Caisse peut-elle faire pour que, au finish, elle puisse contrôler tout ce mouvement de paye, de prestations et tout? Oui, d'abord que c'est illégal de percevoir et de ne pas verser à la Caisse. J'ai parlé ici de la télédéclaration. Lorsque vous avez moins de 25 travailleurs, vous pouvez venir déclarer directement à la Caisse. Mais lorsque vous avez de 25 et plus, nombre X de travailleurs, vous devez faire la télédéclaration. Okay. Si vous ne le faites pas, il n'y aura pas paiement des prestations lorsque ces travailleurs seront à la retraite. Mais nous sommes ici dans un processus de créer des comptes. On a créé les comptes individuels des travailleurs. Dans le cadre de ce processus, dans un avenir proche, chaque travailleur sera à mesure de venir constater si son compte a été alimenté. Okay. Il va s'en prendre à son employeur. Il dit, mais moi, vous m'avez retenu, j'ai vu mon compte à la CNSS, c'est vide. Le mois de février n'est pas payé, mars n'est pas payé. Mais vous payez par exemple octobre. Mais où sont passées mes cotisations de février, mars, avril, mai, juin, juillet, par exemple? Nous sommes c'est différent du passé. Ça, c'est très important. Et nous en appelons, Madame le directeur général l'a fait dans plusieurs séminaires, plusieurs cadres appropriés. Elle a parlé aux organisations syndicales des travailleurs, aux organisations professionnelles des employeurs pour faire la télédéclaration. Si vous ne faites pas la télédéclaration, in fine, nous allons vous appliquer les dispositions relatives au défaut de paiement des cotisations. L'avantage de la télédéclaration, c'est aussi quoi? C'est la territorialité des cotisations et des paiements des prestations, à ce compris les allocations familiales, les indemnités journalières de maternité, les allocations de maternité, les allocations prénatales. Ça veut dire quoi? Vous êtes par exemple à Tchimboulou. Vous travaillez dans la société, donc votre société à Tchimboulou, une société X, a son siège social à Kinshasa. Par le passé, Kinshasa déclarait pour vous et payait ici. Mais ça, c'est dans l'ancien système. Avec la réforme, avec les nouvelles prestations, avec les allocations que nous devons payer, les allocations familiales, nous devons vous atteindre à Tchimboulou. Dans la télédéclaration, dès lors que votre nom apparaît, on doit signaler le territoire, là où la commune où vous travaillez. C'est dans la télédéclaration. Dès que ça apparaît là-bas, en interne, le système va directement orienter vos paiements de prestations à Tchimboulou. Vous avez compris le système, madame. Maintenant, vous n'allez plus flotter. Mais si on ne fait pas ça, on a votre nom à Kinshasa. Vos droits vont flotter. C'est ce que nous évitons. Et les cas de fraude aussi sont élagués parce que c'est faute zéro. Il n'y a pas d'erreur. Dès que vous commettez une petite erreur dans la déclaration, la machine rejette. Le système rejette, mais vous signale de quel côté vous devez arranger.
Par exemple, vous avez omis de mettre le numéro d'immatriculation de votre travailleur. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de raisons pour qu'un travailleur ne soit pas immatriculé immédiatement. C'est au moment de l'affiliation, du processus d'admission au régime, si je peux dire ainsi. Nous avons ce que nous appelons aujourd'hui les front office, dans les unités d'accueil dans chaque centre de gestion. Si vous allez ici à la Duc Nord sur le boulevard, faites un exercice, vous êtes libre, allez immatriculer. Dès que vous amenez les pièces, on vous enregistre. 5 minutes, c'est trop. Automatiquement, le système va générer le numéro d'immatriculation. C'est pourquoi Madame le directeur général a lancé sur l'ensemble de la République un processus que nous appelons de rattrapage. On est en train de rattraper. Elle a demandé au centre de procéder même au contrôle physique des pensionnés parce que dans le système d'information, si vous n'êtes pas dans le système, il n'y a pas paiement. Et pour être dans le système, il faut accomplir toute la procédure. Mais à ce jour, vous avez combien de prestataires vous gérez? Vous avez à peu près le nombre des prestataires que vous gérez? Nous sommes en plein processus de rattrapage. Pour vous donner le nombre exact, il faut attendre les conclusions du rapport qui sera fait à Madame le directeur général. Parce que vous savez, avec le processus d'informatisation que nous avons mis en place, on est en train d'élaguer beaucoup de cas que le système manuel ne pouvait pas dénicher. Il y a un assainissement automatique du fichier qui est en train de se faire. Jusque hier, mardi, les centres continuaient à procéder au contrôle physique de tous les bénéficiaires des pensions en République démocratique du Congo. Parce que ces personnes sont gérées aujourd'hui par les centres de gestion. S'il y a une réclamation à faire, vous faites votre réclamation au centre de gestion, donc à la direction, au bureau, à l'antenne ou au centre de perception. Quand vous venez à la direction générale, avec l'informatisation, on ne saura pas vous repérer directement ici. Ok. Monsieur le directeur, le régime général de sécurité sociale a connu une grande réforme, vous l'avez dit, avec beaucoup d'innovations, mais pensez-vous que les assujettis sont informés de toutes ces innovations? Je vous ai dit que Madame le directeur général elle-même d'abord s'est lancée dans une grande campagne de vulgarisation, le directeur général adjoint, même les membres du conseil d'administration se sont lancés avec le président du conseil dans la vulgarisation et elle a associé les organisations syndicales des travailleurs, notamment l'intersyndicale nationale du Congo, la FEC aussi du côté employeur, COPEMECO, ANEP, tous ont été impliqués là-dedans. Alors, nous attendons continuer, vous savez que c'est une nouvelle loi, il faut continuer le travail. Elle a donné des instructions précises à la direction des études d'organisation d'évaluer et de lui faire rapport sur l'état des lieux de la vulgarisation et nous assurer que la vulgarisation s'est faite conformément au plan de communication interne et externe qu'elle avait fait adopter au conseil d'administration. Donc nous avons un plan com qui a été mis en place. Alors, on est en train de chuter, Monsieur Issaki. Nous avons suivi le discours bilan de Madame Agnès Mouad Nawesh Katang lors de l'AISS. Je ne sais pas si c'était un séminaire ou une formation, mais dans ses propos, elle semblait dire qu'il y avait une lenteur qui s'observait dans les déclarations, ce qui concerne les allocations de maternité. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu un pas qui a été franchi ou est-ce que vous êtes toujours à la case de départ, je veux dire, avec le même nombre de personnes qui avaient été déclarées pour bénéficier de ces allocations de maternité? Non, les demandes ont augmenté parce qu'on a renforcé la communication de ce côté-là et là nous sommes heureux de vous dire qu'elle avait chargé la direction des études pour déployer tous les supports nécessaires pour permettre aux femmes de procéder aux différentes déclarations liées à la branche de prestations aux familles, notamment
les allocations prénatales pour celles qui sont enceintes. Et là, la procédure, elle est simple. Vous allez chez votre médecin, ça c'est important parce qu'il ne faut pas aller à la caisse et dire je suis enceinte sans pièces. Vous allez chez votre médecin, comme vous y allez naturellement pour une consultation. Et votre médecin vous donne l'information heureuse que vous attendez famille. Vous prenez il vous donne un certificat médical de grossesse. Vous arrivez avec ce certificat de grossesse à la caisse, vous présentez ce certificat, on va vous remettre le formulaire F1 de déclaration de grossesse et on va adjoindre, en plus de ça, vous aurez votre carnet de mère et enfant qu'on va vous remettre où vous devez faire passer des consultations dans les timings légaux tels que prévus après 3 mois, après 6 mois, après 8 mois. Dès que vous accomplissez tout ça, vous revenez avec les preuves qui se trouvent là à l'intérieur, du moins oblitérées du sceau de votre médecin, le médecin qui vous a consulté. Automatiquement, on met ça dans notre système et on vous paye les allocations prénatales. Vous accouchez, vous aurez aussi des allocations prénatales, des allocations de maternité. Et lorsque vous partez plutôt en congé, parce qu'après les consultations prénatales vient le congé de maternité, qui est 6 semaines avant, 8 semaines après. Qu'est-ce qui va se passer? Vous irez directement à la caisse pour vous faire payer vos droits, parce que les employeurs ne vont plus vous payer, même vous, dans vos chaînes respectives. Il ne revient plus à votre employeur de supporter le coût de congé de maternité. C'est la caisse qui doit le faire pour vous. Donc ça, c'est aussi important. Donc vous devez venir à la caisse pour vous faire... Mais parmi les innovations en ce qui concerne la femme, j'ai noté aussi la parité sur l'âge de la retraite. La femme qui aujourd'hui va aussi à la retraite à l'âge de 65 ans. Oui, ça c'était... un acquis, une innovation extraordinaire. Vous savez, il y avait une grande discrimination constatée par Madame le directeur général. Nous avons, nous deux, le même niveau. Nous avons terminé la même université, même année. Nous avons trouvé l'emploi à la CNCS, par exemple, à la même année. Et voilà, Madame, à 60 ans, vous partez. Moi, je reste 5 ans. Cela n'est pas exclu que dans 5 ans, je puisse gravir encore des échelons. Quand vous montez en grade, votre rémunération s'améliore davantage, n'est-ce pas? Et alors, au moment où il faut aller à la retraite, par rapport à l'ancienne loi, on calculait les 36 derniers mois. Vos 36 derniers mois seront différents du mien. Ça, c'est... Madame le directeur général, en son temps, initiatrice de l'avant-projet de loi, avait estimé qu'il fallait arrêter ça. Il fallait arrêter, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. C'est l'égalité. 65 ans, hommes, femmes, vous partez d'office à la retraite. À 60 ans, c'est facultatif. Celui qui veut partir à 60 ans, c'est l'âge d'admission. Mais il n'y a pas que ça en matière de pension. Maintenant, il y a la pension volontaire. La pension volontaire, vous voulez partir, c'est à 55 ans. Nous en parlerons. Nous aurons tout le temps de parler de toutes ces questions. Malheureusement, Monsieur Essaki, nous sommes en train de courir derrière le temps. Mais j'ai quand même une petite question. Je pense que le citoyen moyen qui nous suit se la pose. Vous aviez tout le temps parlé de terme échu au premier trimestre, terme échu, terme échu. Vous pouvez expliquer en quelques mots et on va chuter par là. Oui, terme échu veut dire quoi? En matière de paiement des prestations sociales et des allocations, les différentes allocations, nous payons au trimestre. Pour l'année 2019, le premier trimestre court de janvier à mars. Ça veut dire qu'avril, nous payons. C'est ça le terme échu. Il ne faut pas comparer terme échu, il faut attendre tous les 3 mois. Nous payons. C'est ça le trimestre. Or, en une année, nous avons 4 trimestres et nous payons par trimestre. Et le terme échu n'a pas été respecté en 2019. Par rapport à quoi? Par rapport au timing. Nous sommes en octobre, vous l'avez dit. Pour quelle branche? Pour les trimestres, en principe, on devrait être déjà au 3e trimestre, monsieur Issa. Pour les prestations, pour les allocations familiales. Je vous ai expliqué que cela ne dépendait pas de nous. Exactement. La Caisse a tous les moyens pour payer, mais il faut que les employeurs nous aident. Au moment où je vous parle, je vais vous donner un tableau, madame, parce qu'il faut vous préciser là-dessus. J'ai ici un tableau que le système informatique a généré. Je vous prends l'exemple
d'une province, je prends une province au hasard, je prends Kinshasa, du Sud, sur 20 000 enfants éligibles, 20 000 enfants qui ont droit, il n'y a que 2292 qui vont bénéficier des prestations. Pourquoi? Parce que pour les restes, il n'y a pas de pièces. Il faut donner un temps. C'est un droit. Vous savez que les allocations familiales est un élément constitutif de la rémunération. Il perd ça chez son employeur pour venir encore perdre à la CNSS. Non, ce n'est pas possible. Je vous donne un autre cas, madame. J'ai ici l'ICASI. À l'ICASI, au 6 octobre, à l'ICASI, sur 10 179 enfants, seuls 2801 devaient bénéficier. On a attendu. Je crois que madame le directeur général avait pris la bonne décision. Merci. Monsieur Saki, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes sous-directeur de la direction des études d'organisation à la Caisse nationale de sécurité sociale. Avec vous, évidemment, en compagnie de madame Fifilou Koussa, nous avons échangé sur un certain nombre de sujets, notamment sur la télédéclaration, ce qui concerne les allocations familiales et toutes les autres innovations comprises dans la nouvelle loi, le régime général de sécurité sociale. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver une prochaine fois pour un autre numéro. Bonsoir chez vous.